Mesdames, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Paralysie totale des activités ce jeudi au tribunal de première instance de Port-au-Prince en raison du mot d'ordre de grève lancé par les magistrats pour forcer le pouvoir exécutif à respecter la Constitution. Arrestation à Dajabón, en République dominicaine, de l'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry. Le ministre des Affaires étrangères de la République voisine a d'ores et déjà évoqué la possibilité d'une demande d'asile de la part de Youri Chevry. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part au carnaval national qui s'est déroulé cette année à Port-de-Paix dans le Nord-Est les 14, 15 et 16 février dernier. Les organisateurs parlent de succès populaire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, invite le gouvernement haïtien à continuer de renforcer les mécanismes propres à accroître la transparence, les mécanismes de contrôle et d'équilibre des pouvoirs et la prévisibilité des politiques publiques dans le pays. Dans le dernier rapport, rendu public le 11 février dernier, l'Organisation mondiale exprime ses inquiétudes sur le fait que quelques 2,5 millions de citoyens risquent de ne pas figurer sur les listes électorales alors que la date de clôture des dites listes est imminente, à savoir le 24 février prochain. Bien que le référendum constitutionnel et la tenue des élections soient fortement encouragés par le Bureau des Nations Unies en Haïti, le climat d'insécurité et le refus des partis politiques à dialoguer, voire participer au processus électoral, constituent une autre source de préoccupation. L'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, a été arrêté par les forces de l'ordre dominicaines dans la ville frontalière de Dajabón. Il est recherché pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens publics et privés. Entre-temps, le juge Iviquel Dieujuste d'Abrésil est placé en résidence surveillée suite à sa libération. De son côté, le juge mécène Jean-Louis, qui s'est auto-proclamé président de la République, est l'objet d'une mesure d'interdiction de départ. Le ministre de la Justice avait prévenu que le juge mécène subirait le même sort que le juge d'Abrésil. Par ailleurs, la juge Wendell Koch se bat pour recouvrer son siège à la Cour de cassation. Les leaders de l'opposition et de la société civile dénoncent les dispositions de l'administration qu'ils assimilent à une dictature. L'appel à la grève pour empêcher la prestation de serment des 3 nouveaux juges à la Cour de cassation semble être le dernier levier institutionnel dont dispose l'opposition pour affronter l'exécutif qui se renforce et bénéficie de l'appui des partenaires internationaux. Les activités sont totalement paralysées ce jeudi au tribunal de première instance de Port-au-Prince en raison du mot d'ordre de grève lancé par les magistrats pour forcer le pouvoir exécutif à respecter la Constitution. La mise à la retraite des 3 juges et la nomination de 3 autres à la Cour de cassation sont des décisions arbitraires, selon Martel Jean-Claude, le président de l'Association professionnelle des magistrats, qui révèle qu'une correspondance est adressée ce matin à la Cour en vue d'exhorter les juges à ne pas recevoir la prestation de serment des nouveaux. D'un côté, des avocats rencontrés sur la cour de l'institution reconnaissent la légitimité de ce mouvement de grève. De l'autre, ce sont les justiciables qui en paient les conséquences. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Ce jeudi, au tribunal de première instance de Port-au-Prince, les activités sont au point mort. Des avocats, des juges, des greffiers sont remarqués, mais ils ne font que passer. Les salles d'audience sont vides et certaines personnalités qui fréquentent l'espace assez souvent discutent entre elles. Ce climat s'explique par l'insécurité qui sévit au bicentenaire et surtout par la grève des juges. Lors de notre visite, le courant électrique a même fait défaut pendant plusieurs minutes. Rien d'étonnant selon certains témoignages. Bref, le palais de justice s'est réduit au silence.
À l'origine de cette situation, le mot d'ordre de grève lancé par les magistrats, et cette fois, c'est différent. Il ne s'agit pas de cartes de débit ou d'augmentation de salaire qui sont réclamées. C'est en vertu d'une cause, en principe plus noble, que les juges observent cette grève. Il s'agit du respect de la Constitution. Dans 2 arrêtés publiés par la présidence, respectivement les 8 et 11 février dernier, le chef de l'État a mis 3 juges de la Cour de cassation à la retraite et leur a nommé 3 successeurs. Des décisions arbitraires, déclare Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats. Et magistrats, puis un service minimum, notamment ce qui a trait à la violation des libertés individuelles, il y a des recours que la loi permette. Maintenant, nous demandons pour être capable, évidemment, d'entendre des actions, capable de des cas d'urgence que le juge là, il peut l'apprécier. Est-ce que le justiciable n'a pas qu'attendre une nécessité? Maintenant, le juge là, peut l'apprécier. Dans la mesure où il y a une urgence, mais nous exhortons pour être capable de une réponse à justiciable, même si nous en grève. Si les 3 nouveaux juges nommés par l'exécutif acceptent de siéger à la Cour de cassation, ce sera un acte de trahison, poursuit l'homme de loi. Une lettre a été adressée ce jeudi matin, révèle Martel Jean-Claude au président et vice-président de la Cour ainsi qu'aux autres juges. Il leur est demandé de ne s'impliquer dans aucune action de l'exécutif qui irait à l'encontre de la loi. Il n'est pas trop tard pour être capable de renoncer à façon ça, il y a eu une nomination. Et maintenant là, les différentes associations lui ont adressé une lettre à président Cour de cassation, vice-président, et aussi à tous les juges de la Cour de cassation pour nous demander de pas participer dans aucune audience côté que juge ça pour recevoir prestation de serment. Le mouvement aurait reçu le soutien du doyen du tribunal de première instance qui s'est toutefois gardé de toute déclaration publique. Ces hommes de loi rencontrés dans l'espace du tribunal estiment que personne ne peut mettre fin au mandat d'un juge de la Cour de cassation et ainsi bafouer les valeurs qu'il représente. Moi-même, moi fais corps avec grève ça que nous avons observé au niveau tribunal là parce que ça c'est une insulte à la magistrature suprême. Donc les juges ont raison même pour camper jusqu'à nouvel ordre pour le président ta retourner sous décision que le prend. C'est solidarité qu'a fait pour que ça pas jamais répéter encore sur le territoire parce que c'est la violation flagrante des droits humains étant que juge à la Cour de cassation. Mais comme d'habitude, chacun fait de la politique et ce sont les justiciables qui en paient le prix. Sur la cour de l'institution, ils sont nombreux à attendre la décision d'un juge concernant leur dossier. À moins de 2 mois pour l'année 2021, l'appareil judiciaire a déjà connu plusieurs mouvements de grève. Les greffiers, les avocats, les parquetiers et maintenant ce sont les juges. Tout comme le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est dysfonctionnel. Seul le pouvoir exécutif détient toutes les manettes en main. Pourtant, les services de nombreuses institutions étatiques du pays sont paralysés dans un contexte où le président de la République n'a jamais manqué l'occasion d'affirmer qu'il est le garant de la bonne marche des institutions. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Plusieurs incidents ont émaillé la marche en blanc lancée par l'opposition plurielle. Les protestataires ont érigé des barricades, ils ont créé une vive tension, et notamment à Delma, Pétionville et Canapé-Vert. L'un des manifestants a failli lyncher un policier avec une technique qu'on appelle le supplice du collier ou pelle-brun en créole. Face à ce tableau, les unités spécialisées de la PNH ont usé de gaz lacrymogène à profusion pour reprendre le contrôle de la situation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et Guitry Choisy. Ils sont plusieurs milliers à répondre au nouvel appel à la mobilisation lancé par l'opposition plurielle. Bien que le mot d'ordre en blanc ne soit pas totalement respecté, les protestataires ont investi l'autoroute de Delma sous un soleil de plomb. Pancarte en main avec plusieurs mobiles qui assurent l'animation musicale, des manifestants ont marqué leur passage en dressant des barricades. Des pneus, de grosses pierres, des détritus, tout ce qui peut gêner la circulation des véhicules n'a pas été négligé. Les unités spécialisées de la PNH, comme toujours, ont été remarquées, notamment à Delma 60. Sur leur parcours, des contestataires ont provoqué les agents de l'ordre à coups de pierre, de bouteilles, entre autres. En guise de réaction,
les policiers ont fait usage du gaz lacrymogène pour reprendre le contrôle de la situation. Assez souvent, les figures de proue de l'opposition ont la chance d'arriver à destination puis envoyer leur message. Cette fois-ci, tout a été différent. Des agents de la PNH, contrôlant l'entrée principale de l'hôtel Caribé, ont dressé un important dispositif de sécurité. Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Les scènes de vol ont particulièrement attiré l'attention. Alors que certains réclament le départ du pouvoir en place, bien d'autres en ont profité pour déposséder de paisibles citoyens de leurs biens. Un véhicule a été incendié et plusieurs autres ont leur pare-brise cassé, comme celui du journaliste Luc Nergaro. Des démonstrations qui attestent que ce mouvement n'avait rien de pacifique au final. À Pétionville comme à Canapé Vert, les vitres de nombreuses entreprises sont parties en éclats. Des policiers ont reçu des coups de pierre. Un autre a failli laisser sa peau quand un manifestant lui a lancé un pneu qui était déjà en train de brûler. Notons qu'un confrère de la radio Kiskeya a été victime de plusieurs balles en caoutchouc. La structure dénommée Napmaché pour la vie annonce qu'un tribunal citoyen contre la dictature sera organisé ce vendredi. En conférence de presse ce jeudi, les responsables ont fait savoir que ce sera une activité symbolique à laquelle participeront plusieurs secteurs de la vie nationale. La décision qui sera rendue à ce tribunal sera appliquée lors de la marche du secteur protestant le 28 février prochain. Le tribunal citoyen, c'est un tribunal normal, mais sauf que c'est citoyen qui constituent, côté que symboliquement, on peut dire que eux-mêmes, ils peuvent confirmer, en fait, parce que à partir des marches qui fait le 14 février, le citoyen dit qu'il va dans la dictature, il n'est pas d'accord que M. Jovenel Moïse était au pouvoir. Mais comme c'est non bataille, ok, comme on pas gagné la justice, je dis à le président Jovenel Moïse va vassaliser la justice parce qu'il faut aller devant la justice. Vu que ou pas gagner la justice, les citoyens ils font justice symbolique encore plus fort parce que justice la légitime côté que libéral décider que eh bien M. Jovenel Moïse n'a plus sa place, eh bien population de camper qui est le souverain se référant par exemple au prescrit de l'article 58 et suivant de la Constitution qui dit ceci: la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens et que qui partagent et exercent souveraineté ça à travers les élections aux trois pouvoirs, et bien souverain reprend le pouvoir, lui-même puisque le pouvoir c'est pour le lier. Donc c'est ça le tribunal. Le tribunal, c'est pour dire non que nous pas avons dictature dans le pays, mais vu que la justice est vassalisée par M. Jovenel Moïse, et bien nous-mêmes, nous venons constituer tête nous un pouvoir judiciaire et bien pour nous sanctionner M. Jovenel Moïse et pour nous prendre la rue pour nous appliquer les décisions. Mais son message n'a pas lancé par Jovenel Moïse à l'équipe PHTK jeudi qui prend l'État en otage. Et n'a dit de toute manière jeudi à tribunal la symbolique, mais demain la réelle. Et n'a remettre la justice sous des pieds pour juger pour tous les actes qu'ils fait dans l'État. Et n'a pas ajouté tout que n'a profité moment ça pour inviter tout peuple haïtien dans toute initiative qui prend dans ce sens, même si ce n'est pas nous, mais ensemble de l'autre secteur qui prend des initiatives et dans ce sens pour une bataille contre la dictature, parce que la démocratie est en danger, tout le monde est en danger, et tout secteur, toute catégorie dans la société est en danger. Le carnaval national s'est déroulé cette année à Port-de-Paix. Un de nos reporters, Jean-Jules Desaugustes, a fait le déplacement pendant les 3 jours avec un caméraman, Paul Léel. Demain, ils vous présenteront un reportage complet sur ces 3 jours avec des interviews, des vidéos et tout, ce dans le cadre de Métro News. Mais pour l'instant, nous avons ici sur le plateau avec nous Jean-Jules Desaugustes qui va nous faire un bref résumé de ces 3 jours. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes.
Comment allez-vous aujourd'hui? Bonsoir Serge Clan, fatigué, épuisé après le carnaval. C'est pas parce que j'ai dansé, ou bien c'est pas parce que je suis allé à Port-de-Paix pour danser, à proprement parler, bien de manière précise, mais le travail fatigue. Mais tout est bien qui finit bien. Je suis là pour faire ce bref compte rendu sur le plateau. Rapidement, parce que, comme je viens de l'annoncer, demain, nous aurons un reportage complet que vous avez réalisé donc avec Paul Léel, un grand reportage avec interview, etc., etc. Alors, en deux mots, comment ça s'est passé? Est-ce que Port-de-Paix s'est montré digne du carnaval national? Absolument digne et à la hauteur. Parce que, contre toute attente, Port-de-Paix a accueilli le carnaval et la ville a réussi son carnaval. J'ose le dire comme ça, et parce que, contre toute attente, il y a des gens qui pensaient que la ville ne serait pas en mesure de recevoir un événement d'aussi grande envergure, pour plusieurs raisons. Côté infrastructure, parce que ça ne répondait pas vraiment au départ. La route était inaccessible il y a cela quelques temps, bien peu de temps avant. Et il y a cette question d'infrastructure au niveau d'électrification de la ville aussi. Il y a eu ce problème. D'une part, de l'autre, il y a eu ce problème d'accueil en termes, si vous voulez, d'hébergement. Donc, on s'attendrait à des milliers et des milliers de carnavaliers. On se posait la question comment est-ce que la ville allait pouvoir recevoir autant de gens, autant de monde qui viendraient pour le carnaval national. Oui, mais nous avions reçu la ministre du Tourisme quelques jours avant et la question lui avait été posée de la capacité d'accueil hôtelière de la ville de Port-de-Paix. Elle nous avait dit qu'il s'en était préoccupé et qu'il y avait beaucoup de particuliers en particulier qui avaient offert d'accueillir chez eux les gens qui viendraient des autres villes. Évidemment, les habitants de Port-de-Paix rentraient chez eux le soir. Mais ce qui a aidé, c'est ce qu'on appelle dans le tourisme les chambres d'hôtes. C'est dormir chez l'habitant. Les gens qui mettent à la disposition des visiteurs leur maison, pas gratuitement évidemment. Bien sûr. En payant, donc les gens et les carnavaliers donnaient une somme et puis ils pouvaient s'héberger donc durant tout le temps du carnaval. Donc c'est un succès contre toute attente, pour reprendre les paroles, les propos du ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriquez, qui, comme il l'expliquait à Radio Métropole, à Métropole, de manière générale, Radio et Télé Métropole, que même les membres du gouvernement ne s'attendaient pas à recevoir autant de gens dans le carnaval. Et c'est tout le pays qui s'est rendu à Port-de-Paix. Les gens venaient de Port-au-Prince, de l'Ouest de manière générale, du Sud, du Sud-Est, de Cap-Haïtien du Nord également, parce qu'il y a le Nord-Est et le Nord de notre côté. L'Artibonite se déplaçait pour venir vivre ce carnaval, notamment les membres de la diaspora. Donc avec environ 25 jeunes garçons et jeunes filles constitués comme rois et reines pour ce carnaval. Un comité local qui se défonçait pour réussir cet événement. D'ailleurs, le maire principal de la ville, Josué Alusma, lui-même, il disait que c'est l'un des plus grands jours dans l'histoire de Port-de-Paix, le fait de recevoir ce grand événement, le carnaval national. Et donc, les Port-de-Paisiens eux-mêmes se mettaient en quatre, non seulement pour accueillir, pour rester hospitaliers, accueillants, gentils à l'égard des gens, à l'égard de toute la population, si vous voulez, et de tous ceux-là qui se déplaçaient pour venir vivre l'événement. Mais c'est un événement qui a eu plusieurs portées économiques. Moi-même, j'ai eu l'opportunité de visiter certains bars, restaurants, où les gens disent merci au président de la République. C'est pathétique quelque part, c'est touchant, je dirais, d'entendre les gens témoigner de cette manière à l'égard d'un homme, du président de la République, pour avoir choisi, mais aussi osé organiser cet événement à Port-de-Paix, malgré tout, contre vent et marée. Et d'une part, portée économique, mais portée politique, je dirais, avec ces groupes musicaux qui ne rataient pas l'occasion de glorifier ou d'honorer même, je dirais, le gouvernement de manière générale, mais le président de la République, et chaque groupe, chaque jazz avait un petit mot gentil à l'égard du président de la République, notamment l'ancien président Michel Martelly, qui disait à Jovenel Moïse, le président actuel, qu'il a du courage.
le fait de tenter l'impossible, d'aller là où les gens ne l'attendraient même pas, jamais, organiser un tel événement et réussir un tel événement à Port-de-Paix, ça étonne. Côté sécurité... Mais il n'y a pas eu de couac, parce que bon, la tradition, depuis des décennies, la tradition du carnaval consiste précisément de profiter de cette occasion pour envoyer quelques pointes bien acérées, bien salées contre le gouvernement, le président, tout. Et M. Martelly lui-même était champion en la matière lors des gouvernements qui l'ont précédé. Mais cette fois-ci... C'est tout à fait le contraire. On a assisté à un autre spectacle. Pas de pointe salée, en tout cas, et, contre le président actuel. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que les groupes ont eu peur, parce qu'ils étaient sur le terrain de l'homme, Port-de-Paix. Mais c'est parce qu'aussi, et tous les gens étaient étonnés. Moi-même, comme journaliste, sans faire de subjectivité, j'étais aussi étonné que tout le monde, parce que je suis allé couvrir l'événement pour voir de mes propres yeux, entendre de mes propres oreilles, mais aussi rapporter. Donc, à regarder autant de monde, autant de personnes, et en fait le déplacement pour venir vivre, mais aussi danser, vivre le carnaval, ça a étonné plus d'un, et nous aussi, nous avons été étonnés de l'exploit. J'ai fait l'effort, je dois dire, de suivre à certains moments ces festivités à Port-de-Paix. Moi, ce qui m'a frappé en un premier temps, c'était la densité de gens qu'il y avait dans les rues. C'était vraiment des sardines, ils étaient les uns sur les autres. Et également, je dois dire, je n'ai pas vu un seul masque dans cette masse. Il y en a eu quelques-uns, mais c'était tellement peu et petit à l'intérieur de la foule. Quelque part, c'était perdu dans la foule les gens qui portaient des masques, évidemment. Même si le ministre de la Culture... Ça risque d'avoir des conséquences. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que déjà, certains pays et certaines îles avoisinantes avaient pratiquement posé un embargo sur la venue des Haïtiens tant que le bilan, sur le plan Covid, tant que le bilan de ce carnaval n'aurait pas été fait. Ce qui est évident aujourd'hui. Malheureusement, parce que vous semblez dire que ça a été une belle fête et que ça a été bien réussi. Bon, écoutez, Jean-Jules, on ne va pas aller beaucoup plus loin, puisque demain, nous aurons un grand reportage complet sur la chose. En tout cas, merci d'être venu nous donner cet aperçu sur ce que nous verrons demain. Et puis, bon, allez vous reposer. Bon, il n'y a pas encore de repos parce que je dois finir le reportage, Serge Clan, comme vous l'annoncez. Et donc, à l'auditoire de Métropole, merci beaucoup. Très bien. Félicitations à vous et à Paul Léel. Voilà. Et merci. C'était notre reporter Jean-Jules Desaugustes qui avait fait le déplacement à Port-de-Paix pour couvrir les 3 jours de festivités carnavalesques et qui, demain vendredi, nous présentera un reportage complet. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente fin de semaine après ce long week-end carnavalesque. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.